C'est le secteur préféré d'un des plus grands investisseurs dans le monde. Ok. Secteur porteur, je mettrai juste un point d'attention. Dans les différents cycles que j'ai connus, les opérations qu'on ne fait pas peuvent être des super réussites. On va partir avec un strong start, c'est ça, Philippe. Alors, qu'est-ce que c'est que le strong start ? Strong start, c'est un petit rituel de début d'année. Alors, comme le rituel est tellement agréable, j'aime bien aussi le faire début septembre. Ok. C'est comment, avec l'équipe, on se met en mouvement pour pouvoir démarrer fort l'année. Et bien sûr, ce n'est pas que accélérer les facturations, de réduire les délais de paiement, c'est faire les trucs importants, stratégiques et agréables, puisque c'était un des mantras quand j'ai créé mon business de conseil en investissement immobilier, c'était de faire des choses intéressantes avec des gens intéressants. Ouais, je pense que c'est bien. La vie est trop courte pour faire des choses inintéressantes avec des gens inintéressants. Parfois ça arrive, mais on essaye d'éviter. T'as raison. Si vraiment il y a une belle opportunité au passage, pourquoi pas ? Mais même moi, je l'ai fait par moment et j'ai vite arrêté. On va parler d'immobilier aujourd'hui. Comme par hasard, c'est le 300e épisode et t'étais le premier sur le premier épisode, Philippe. Merci. Je suis trop content de te retrouver ici. Alors nous, c'est notre 3e épisode, je me trompe pas. Hein. Ouais, notre 3e épisode. Mais pour revenir au tout premier, puis après tu m'expliqueras ce que vous faites avec Views tout de suite, mais on avait commencé assez fort. Et c'était un épisode, je te l'avais dit, je crois, à l'époque, mais je tenais à ça, c'est l'immobilier peut-il se casser la gueule ? C'était en 2019, comme quoi, il y a 6 ans. Et quand tu disais ça, vraiment à l'époque, je pense que j'avais une large majorité, peut-être les 2/3 des gens qui t'en parlaient, qui disaient non, en fait. L'immobilier, ça fait 20 ans, ça fait que monter, ça ne peut faire que monter, etc., etc. Puis bon, on a vu la suite. Je crois qu'on avait d'ailleurs, on était tous les deux assez d'accord sur le fait qu'il y avait quand même des choses qui faisaient que ça pouvait bouger. Ça a depuis pas mal bougé dans pas mal de secteurs. Tu vas m'expliquer un peu où, quoi, comment, et surtout où est-ce qu'on en est. Parce que moi, je suis vraiment au milieu du guet là-dessus. Depuis qu'on s'est vu, j'ai quand même un peu... Alors, j'avais déjà acheté ces bureaux ici, mais j'en ai racheté d'autres. J'ai acheté un co-living, on va en parler. J'ai construit un co-living. J'ai racheté de l'IMO aussi en location meublée non professionnelle. J'ai failli racheter un bureau en 2025. Puis il y a un mois, on a un peu finalement arrêté la négo et le projet, mais il est possible qu'on y retourne en 2026. Mais je me pose plein de questions. Et d'ailleurs, au-delà des questions, je vois aussi beaucoup de chiffres. C'est-à-dire que quand tu mets les mains dedans, toi tu y es au quotidien, tu fais du conseil, mais quand j'ai retiré mon offre, finalement, cette offre, puis d'autres offres que j'avais pu faire auparavant, sans aller aussi loin d'ailleurs, mais me sont revenues avec des prix, mais sacrifiés souvent, donc par rapport aux offres initiales. Là, on parle de temps en temps 20-30% de décote par rapport à l'annonce. Alors on parle de bureau à Paris, c'est probablement très spécifique. Bref, ça fait un vaste programme. Pourquoi ? Comment ? T'es toujours légitime ? Après ça, vous faites quoi avec Views, toi ? Raconte-moi où vous en êtes, Philippe, au-delà de ces strong start. Ouais, strong start. Peut-être la légitimité, elle est double. À ta question, l'immobilier peut-il se casser la gueule ? En 2019, j'ai répondu oui. Mais dans le même épisode, j'ai donné un mauvais conseil d'investissement. Donc c'est bien, et je pense que ça sera un aspect dont je voudrais échanger avec toi, c'est de bien se rappeler pourquoi on a fait quelque chose, pourquoi on a pris une décision, sur quels critères. Okay. Ça, très important. Et je pense que tu pourras regarder cet exemple de bureau que tu as failli acheter en 2025, que ce soit le prix, le risque, la qualité environnementale, le niveau de levier que tu mettais, les critères pour lesquels tu voulais le faire, les critères auxquels tu voulais pas le faire, et tu pourras analyser ça dans quelques années, puisque on fait des strong starts, mais de temps en temps on fait des post-mortem. C'est vrai. Donc on fait des autopsies pour comprendre pourquoi on a pris une décision, pourquoi on l'a pas prise. Non, Views, ce qu'on fait, j'ai réussi depuis bientôt 10 ans à mener un projet d'entreprise avec une équipe qui est d'accompagner des professionnels de l'immobilier et de l'hôtellerie dans leur stratégie d'investissement. Alors avec des rôles des fois très importants. Et hôtellerie. Immobilier et hôtellerie. Immobilier et hôtellerie. C'est une extension et ça fait partie des convictions que l'on a pour les années à venir, que on pourrait l'appeler hôtellerie, loisirs, ça peut toucher le camping, ça peut toucher certaines formes d'immobilier géré, qu'il y a une demande croissante et des variables économiques qui sont quand même assez intéressantes aujourd'hui, malgré les différentes incertitudes qu'on a sur l'immobilier d'une manière directionnelle. Mais donc avec Views, on accompagne ces
professionnels, c'est décideurs, c'est des institutionnels, ça peut être des family office, ça peut être des entrepreneurs. On aime beaucoup les entrepreneurs, puisqu'il y a quelque chose qu'on aime bien, c'est des gens, des sachants. Donc on n'a pas besoin de perdre de temps à faire des choses qui sont moyennement intéressantes, et ils sont actionnaires. Et donc nous, on peut accompagner de temps en temps des gens qui ont des business uniquement d'honoraires, mais on aime bien les gens qui ont des business dans lesquels ils gagnent de l'argent avec ce qu'ils font en termes d'investissement. Je trouve ça, c'est très important. Pas l'argent des autres, le leur. Oui, ça c'est super, je suis d'accord. Et moi j'ai adoré faire ça en tant qu'entrepreneur, mais alors là tu parles par exemple pour accompagner des entrepreneurs pour acheter leur propre bureau par exemple ou leur... Ça peut être ça, ou par exemple, si on prend l'hôtellerie, ça peut être un opérateur hôtelier qui veut accélérer son développement, qui veut étudier certains nouveaux marchés, qui veut qu'on l'accompagne pour des opérations plus complexes, ou qui veulent qu'on le challenge sur sa structure de financement. Est-ce que je suis bien financé? Est-ce que je travaille avec les bonnes personnes? On pourrait dire qu'il y a une partie d'audit, il y a une partie de conseil. Et je vais utiliser le seul mot de vocabulaire d'italien que j'ai, consigliere. Donc vraiment conseil de ce qui est bon pour la personne et comment on a essayé de se vendre depuis 10 ans et ça marche. C'est de dire qu'on préfère ne pas être trop incentivé sur la transaction. C'est pas grave, parce que nous, on peut dire qu'il n'y a pas de transaction. Alors, on gagne un peu moins, on a des honoraires, mais pas de transaction, ça nous va aussi. Puisque, en tant que consigliere, entreprise conseil de nos clients, on veut qu'ils fassent la meilleure chose pour eux et parfois ne rien faire. Et je pense que tu repenseras à cette transaction de bureau que tu n'as pas fait en 2025. Dans les différents cycles que j'ai connus, les opérations qu'on ne fait pas peuvent être des super réussites. Je voudrais vous souhaiter une très très bonne année 2026. Je suis ravi d'entamer cette nouvelle année avec Louvre Invest, qui est un partenaire historique de la Martingale, avec 430 millions d'euros de collecte. Vous les connaissez certainement déjà un peu, pour leur expertise sur leur SCPI. Mais ça ne s'arrête pas là. Louvre Invest vient de lancer Louvre Infinity, l'assurance vie aux frais de gestion sur les supports en unités de compte les plus bas du marché. Et dans cette assurance vie, vous trouverez un fonds en euros, avec la meilleure performance du marché en 2024, selon les éco-études, 3 unités de compte, ETF, SCPI et obligations. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est qu'avec leur catalogue d'ETF optimisé, vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête en choisissant entre 50 indices. Même logique pour les SCPI. Vous avez une sélection resserrée et un avantage unique sur le marché. Et oui, parce qu'avec Louvre Infinity, vous percevez 100% des loyers bruts de fiscalité étrangère. Concrètement, c'est plus de 20% de rendement par rapport aux autres assurances vie. Mais le plus impressionnant, ce sont les frais. Louvre Infinity, c'est tout simplement l'assurance vie avec les frais les plus bas du marché. Les frais de gestion à 0,39%, ce qui représente 42% de frais en moins que la moyenne du marché, toujours selon les éco-études. Et à l'occasion du lancement, les frais de gestion sur unité de compte passent à 0,35% sur tous les dossiers de souscription validés avant le 14 février. Et compte tenu des délais de traitement et de la forte demande, la Martingale vous dit une chose: si vous voulez ouvrir un compte ou un contrat, faites-le avant la fin janvier pour être sûr de pouvoir profiter de l'offre. Ça, c'est sur l'ouverture. Cliquez sur le lien en description ou rendez-vous sur louveinvest.com. Et comme toujours, je vous le dis à chaque fois, investir comporte des risques, y compris en perte de capital et de liquidité. N'oubliez pas, chaque unité de compte comporte ses propres frais, en plus des frais de contrat. Informez-vous, comparez et faites-vous accompagner si besoin. Et maintenant, on retourne à l'épisode. C'est vrai. Alors, tout ce que tu viens de me dire me fait plein de questions. C'est vrai. Et à la fois, je trouve aussi que ces périodes de crise dans lesquelles on est tous un peu comme un lapin dans les phares d'une voiture, devant les phares d'une voiture, là, comme ça, immobile, nous font un peu nous rassurer nous-mêmes de se dire attends, c'est pas le moment, je vais pas faire de deal. Et tu vois, moi, à chaque fois que j'étais très proche d'un deal, notamment les plus gros deals immobiliers, j'ai complètement flippé. C'est normal. Tu vois, je veux dire, t'achètes ton premier bureau à quelques millions d'euros, tu t'engages sur un truc assez fort, tu mets 500 000, un petit million d'apport, je veux dire, tu dors pas bien la nuit, quoi. Et dès que t'as une excuse à laquelle tu peux te raccrocher, t'y vas. Je trouve qu'en ce moment, là, la difficulté, c'est qu'il y a trop d'excuses auxquelles se raccrocher, tu vois. Tu veux dire la tentation de ne rien faire. Ouais. Je pense que pour l'investissement, une grande leçon de ces quelques dernières années, appris avec des grands investisseurs du secteur, c'est quand même se demander à chaque fois quelle heure est-il, où est-ce qu'on en est, quelle heure est-il, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Quelle heure est-il, docteur Letringue? Écoute, on est encore au milieu de la nuit, hein. D'accord. Donc il n'est pas le temps de se réveiller et de partir au travail. Non, je dirais que les changements qui ont eu lieu, c'est donc
bien sûr cette première grand cycle de taux d'intérêt. Alors on regarde les taux à zéro, les taux d'emprunt, mais il y a un indicateur, alors peut-être un peu compliqué à regarder, mais c'est de regarder à la fois le mélange de taux d'intérêt et inflation pour connaître les taux réels. Et en fait, on voit que sur les 40 dernières années, une période qui va jusqu'à 2020, ce taux d'intérêt réel baisse jusqu'à devenir négatif. Et en fait, depuis 2020, il remonte en flèche. Tu pourrais te dire de manière un peu basique que quand ce taux d'intérêt réel baisse, tu gagnes de l'argent en faisant de l'immobilier, et quand il monte, tu as plus de chances d'en perdre. Donc alors attends, il faut qu'on l'explique concrètement. Ça veut dire que quand, en fait, tu vas avoir un taux d'intérêt, par exemple, qui est à 0, mais il n'y a pas d'inflation. Qui est le taux, ouais, voilà. Disons aujourd'hui, un taux d'intérêt, aujourd'hui, disons, à 3%, avec pas d'inflation, ça fait un taux d'intérêt à 3%. Ouais. Et avec 2% d'inflation, ça fait un taux réel à 1. Ouais. Sur les 40 dernières années, jusqu'en 2020, cet indicateur, il n'a fait que baisser. C'est-à-dire que finalement, même jusqu'à devenir négatif, c'est-à-dire que si tes loyers, tu t'étais pas trompé trop en termes de localisation, si tu n'étais pas allé dans un faubourg d'une ville moyenne qui a perdu toutes ses usines, où tu n'auras pas de locataires, mais si tu as choisi des endroits où il y a une demande pérenne et solvable, ton loyer étant indexé, ouais. Ton prêt étant fixe, tu as quand même créé de la valeur. Ouais. Depuis 2020, ça se fait d'une manière brutale. Donc ça a complètement déstabilisé certains équilibres. Je pense qu'on est en phase de stabilisation. Il va y avoir... je regardais un peu, avant de venir te voir, comment les gens essayaient de se positionner sur une prévision de qu'est-ce qui peut se passer en 2026 et en 2027. Restons pas que sur une année calendaire. Il y a nouvel équilibre, le plus dur est passé. En tout cas, pour moi, je suis assez d'accord avec ce plus dur est passé. Mais on est quand même toujours dans cette pente. On est dans la phase où la pente a remonté. Donc ça, c'est le côté macro. Je trouve qu'il y a quand même deux autres éléments auxquels il faut vraiment se raccrocher, être présent. C'est bien l'offre et la demande pour l'immobilier dans lequel tu investis. Si on reprend ton sujet de co-living, tu as fait cet investissement avec une hypothèse de demande qu'elle allait être soutenue. Oui. Je pense que la demande, elle est là. Elle est toujours soutenue. Et après, tu as tes sujets de ton coût de la dette. Est-ce que tu as tenu ta top line? Où sont tes coûts? Et ça, tu l'as alors au-dessus ou en dessous de ton budget année 1 et 2. Mais si la demande est là, tes petites erreurs de positionnement de ta structure de coûts, de ta top line, ils vont être gommés en quelques années. Ouais, si je reprends un peu ton exemple, moi j'ai acheté vraiment, je pense les derniers mois où tu pouvais faire des taux d'intérêt, des taux d'emprunt je dois être à 1,35 ou un truc comme ça. Là, quand tu repenses à ça, tu dis c'était quand même la belle vie. Depuis, il y a pas mal d'inflation. Donc les loyers peuvent augmenter tous les ans. Alors on les a augmentés un peu, je sais pas à quel niveau on est indexé. D'ailleurs, on reparlera un peu d'indexation des loyers parce que cette année c'est la bonne nouvelle d'avoir un peu moins d'inflation quand même. C'est ça. Et mais donc finalement, si t'es à 1,35 et que tu as 2, 3, 4% d'inflation, bah alors là, la vie est belle, en fait, finalement, même sur les loyers. Il faut que ça se représente aussi sur la valeur du bien à la fin. Alors, la vie est belle pour toi en termes de détention, ouais. Mais regarde, quand on reparle de cette grande courbe des taux d'intérêt réels, celui qui veut te racheter aujourd'hui, il va avoir une autre économie, il va valoriser ton bien d'une autre façon. Et donc, en spot, peut-être ton bien ne vaut pas la même chose que quand tu l'as acheté. C'est ce que j'allais dire. Ouais, il faut voir la valeur du bien réel à la fin. Et en effet, on a regardé, parce qu'on a des gens qui ont commencé à nous tourner autour pour nous le racheter. On a regardé le prix, on leur a dit, mais à ce prix-là, je vends pas. En fait, je préfère payer que mes loyers se payent tout seuls, que mon emprunt se paye tout seul, plutôt que de te le revendre et de perdre 100 ou 200 000 euros. Ouais. Et là, tu as mis, pour voir quelle heure est-il, tu as regardé à la fois les éléments plutôt de cycle de taux d'intérêt, cycle économique, qui sont ta valeur. Mais je pense que restons bien quand les gens qui écoutent tes podcasts, l'offre et la demande du bien que vous voulez. Et qu'est-ce qui a changé quand même depuis quelques années, c'est que c'en est fini depuis un moment d'une croissance démographique homogène et continue dans toutes les régions. Super intéressant. Okay. Donc, déjà sur la France,
voire dans l'Occident, voire en Occident, voire même si tu prends la Chine, le Japon, etc., la croissance, tu sors l'Afrique, la croissance démographique, elle est plus là. Mais tu peux accumuler d'autres risques, mais en tout cas, reviens bien. Quelle heure est-il? C'est où est-ce que je suis en termes de cycle économique, pour une détention long terme, pour une détention court terme. J'ai besoin de revendre à 3-4 ans, et donc je suis sensible à ces éléments-là. Et deuxièmement, l'offre et la demande pour l'immobilier que je possède. Hyper important. Et ça peut paraître un peu virtuel pour tout le monde. Mais là où c'est très réel, c'est que... Alors, tu parles de zone géographique, même en France. Hein, même en France. Et même de rue. Ouais. Même de rue. Un commerce de pieds d'immeuble dans une rue de 3e catégorie, tu vois bien qu'il y en a plein de vides. C'est vrai, en ce moment, il y en a plein de vides, oui. Oui, parce que c'est quelque chose d'un peu structurel. Peut-être il y a 50 ans, tout ça était plein. Parce qu'il y avait une organisation du commerce, de la dépense, des services qui était différente. Donc vraiment, alors ça peut paraître un peu de l'analyse immobilière de café du commerce, mais l'offre et la demande du bien dans lequel tu veux être. Et quand tu dis long terme, en fait, finalement, souvent on a tendance à dire oui, mais dans 20 ans, on ne sait pas, je sais pas, machin. Mais enfin, quand tu fais un emprunt sur 15 ou 20 ans, moi, l'expérience m'a montré que à part certaines personnes qui sont vraiment à fond là-dessus, mais qui font quasiment du marchand de biens ou des choses comme ça, mais en fait, souvent, tu le gardes, ton bien. Enfin, t'en achètes 1, 2, 3, tu stacks. Et c'est là où il faut être bien conseillé, j'imagine, derrière. Mais la revente, tu te fais tellement éclater sur les impôts, etc., que finalement, à un moment, tu te dis, je vais le garder. Puis si au bout de 20 ans, ton truc, il a perdu 30% et que tu prends 30% d'impôts, bon, alors, ce sera un peu moins de 30%, mais tu vois ce que je veux dire sur la plus-value. Tu peux réévaluer ton positionnement. Tu vois, peut-être dans 5 ans, tu te diras, mon produit de co-living, il n'offre pas assez de services, il est moins expérientiel que les 3 qui sont à côté de chez moi. Ouais. Faut que je fasse autre chose. Je vais le retransformer en appartement. Je vais le vendre. Je vais changer de stratégie. Après, t'arbitres, ouais. Voilà, quelle heure est-il? Qu'est-ce que tu fais? Donc il y a ces deux éléments-là qui sont importants. Tout ça, c'est pas pour. Enfin, on va pas enlever les bienfaits de l'immobilier comme investissement. C'est un investissement dans lequel on peut s'endetter. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'investissements quand tu vas aller à ta banque en disant tiens, j'aimerais bien acheter des actions Total. Est-ce que je pourrais me prêter 90% de mon montant d'investissement? Bon, voilà, on peut s'endetter. C'est un actif qui protège souvent assez bien de l'inflation sur longue période. C'est un actif réel qui a un usage alternatif. Tu peux... Voilà, il va t'arriver des trucs. Tu peux aller habiter dans un de tes unités de co-living. Il y a un usage. Et il offre autre chose qu'une seule rentabilité financière. Qu'un bitcoin ou qu'un lingot d'or. Ouais. Tu ne peux pas habiter dans un bitcoin. Il offre... alors, je me garderais bien de parler de l'or parce un très gros family office européen que je connais depuis longtemps, le fondateur me demandait, je ne sais pas pourquoi, depuis des années, ce que je pensais de l'or. Ouais. Tous les ans, je lui répondais à peu près la même chose. Pour moi, je comprends pas cet actif, il donne pas de dividendes, il a pas vraiment d'utilité économique. Puis il me relançait et tout ça. Et puis il m'a invité à un événement de fin d'année. Et il m'apprend que sur le Family Office, ils en ont mis 15% depuis 5 ans, ils sont très contents. Ouais, donc, il prenait les avis de tout le monde, donc il était bien dans ce quelle heure est-il. Tu vois, à se demander, bon, moi j'ai donné la mauvaise heure. J'espère qu'il a fait de l'argent, qu'il a mis de l'argent aussi, qu'il a acheté de l'argent aussi, parce que l'argent a cru encore plus que l'or sur 2025. J'étais déjà suffisamment déçu de lui avoir donné un mauvais conseil que je reste avec l'immobilier pour lui. Restons avec l'immobilier. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quelle heure est-il? Raconte-moi un peu juste dans les grandes lignes. Ouais. Bureau, beaucoup d'entre nous, en fait, on est quand même beaucoup sur le LMNP aussi. Quelles sont les vraies grosses tendances passées les 2, 3, 5 dernières années et quelle heure est-il et où est-ce qu'on va en 2026-2027? La première, on l'a évoqué, c'est est-ce que je suis dans une localisation qui est porteuse? Et alors, donc ça se regarde à plein de niveaux. Je pense qu'en bureau, quand tu es comme de bons investisseurs là à côté du métro Pont-Cardinet, c'est pas mal. Ouais. T'as une bonne desserte, t'es pas loin de lieu de vie, tu as même un loyer qui est peut-être assez attrayant par rapport au loyer du quartier central des affaires, donc qui est bien pour les entreprises. Donc ça veut dire qu'il a de la possibilité de continuer à bien se positionner. Donc voilà, si tu es dans une commune de première ou seconde couronne ouest, voilà, Rueil-Malmaison, Boulogne, même Boulogne va atteindre 25% de bureaux vides dans quelques années. Rueil est dans ces catégories. Puisque donc là, tu as un sujet. 25%, c'est cata.
Je veux dire, Ouais. ça s'effondre. Après, ça peut être une situation qui se résorbe en quelques années. Il y a des marchés européens qui ont connu ça et qui sont revenus de ça. Mais en tout cas, voilà, on parle de quoi ? On parle de 5 kilomètres peut-être entre Pont-Cardinet et un marché où il y a 20% de vacances. Et donc voilà, c'est ta localisation. Là, je vais exprès, pour forcer le trait, aller sur un micro-marché. Mais en tout cas, essayons, même pour des investissements existants qu'on a, de se faire une idée. C'est pour ça que fondamentalement, l'investissement pour des budgets, pour les premiers investissements de petits appartements dans des villes étudiantes, on sent que c'est pas des mauvaises stratégies. Que le nombre d'étudiants, il va pas baisser. Pas tout de suite, mais enfin, à un moment, il va baisser. Ça baissera à un moment. Attends, moi, je vois je veux dire, je le vois de mes propres yeux. Hein. Je reprends un truc sur une temporalité. La maternelle ou les primaires, là où sont mes enfants, il y a de moins en moins de classes. C'est-à-dire que tous les ans, ils ferment une classe. Donc, ça veut quand même dire qu'à un moment, il y aura moins d'étudiants. Après, il y a une telle tension. Mais ce que ça cristallise tout ça, j'imagine, Philippe, c'est que il faut être proche de l'université, il faut être dans un quartier sexy. Enfin, il faut pas miser sur la cage à lapin des gueux à 10 km de l'université, quoi. Non, il faut avoir essayer d'avoir un jugement neutre et impartial sur la qualité de sa localisation dans le temps pour un certain usage. Ça, c'est le premier, mais je dirais, allez, ce point-là, on peut le faire. C'est juste un point là-dessus, très vite, parce qu'on a parlé d'un quartier un peu prime de Paris. Si je prends l'ensemble des villes petites et moyennes, enfin petites, moyennes et grandes, mais c'est à peu près pareil partout. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers prime où il y a des... On peut regarder ça avec les tendances démographiques et puis aussi de salaire moyen, d'emploi. On voit que l'arc atlantique, que tu connais, les zones côtières. Donc Bordeaux, Nantes, etc. Les zones côtières ont eu des évolutions démographiques positives, que l'Est de la France l'a moins eu, même s'il y a des micro-marchés, de gens qui vont au Luxembourg, etc. Donc je pense que dans les grandes tendances démographiques mondiales, la proximité de la mer, les zones côtières, et je pense que pour des enjeux environnementaux, la présence, une très bonne desserte en transport en commun. Qu'est devenu notre fameux, ça c'était notre épisode 2, notre intra, comment on appelait à 1 heure, les zones à 1 heure de autour de Paris. Ça s'appelait comment ? Je sais pas comment on les appelait, mais elles existent toujours. Ouais, ça fonctionne bien. Tous les Poitiers, tout ça. Oui, les Angers, oui, ça fonctionne assez bien malgré la hausse tendancielle des coûts du train. Hein. Ouais. Oui, le mode de vie pendulaire s'est accéléré post-Covid. Ouais. Et ça peut faire un lien avec, par exemple, une deuxième grande tendance, c'est la remise en cause du bureau dans ses équilibres d'offres et de demandes. C'est pas qu'il y a plus besoin de bureau, il y a toujours besoin de bureau. On aime se retrouver, on aime travailler ensemble, mais avec des modes de vie pendulaires, avec une productivité des espaces qui est accrue, et puis toujours, quand tout va bien, quand les taux d'intérêt étaient bas, un petit peu de surproduction, on se retrouve avec une vision du bureau qui a changé. C'est clair. Alors c'est pas le bureau est mort, c'est le bureau va s'adapter, il y a des bureaux qui vont pas s'adapter, mais c'est un des grands changements par rapport au premier épisode de La Martingale, c'est ce produit-là. Et pourquoi c'est un changement qui est très important ? Alors ça concerne pas directement beaucoup les particuliers, mais ça reste en France un des supports assez importants d'investissement des institutionnels. C'est marrant parce que c'est vrai, mais au plus profond, et enfin je veux dire le bureau, moi j'ai quand même un peu toujours rêvé en vieux con que je suis d'un grand bureau solo, bien ensoleillé, avec ma petite coin réunion, ma seule machine à café, etc., etc. Et je vois que, tu vois, même chez M6, il y a quelques années, c'était encore Nicolas Taverneau qui était président. Il avait son bureau tout en haut, et en fait, quand il n'était pas là, lui-même partageait plus ou moins son bureau avec d'autres gens qui venaient, même des grands patrons un peu statutaires comme ça avaient des bureaux qui étaient plus ou moins partagés, quoi. Il s'asseyait dans sa salle de réunion. Ouais. C'est ça qu'il faisait. Puis les gens venaient pas. S'il n'était pas là, on pouvait l'utiliser. Oui, je pense que la question sur le bureau, elle n'est pas métaphysique. C'est juste une question d'adaptation. Il y avait historiquement beaucoup de capitaux qui étaient investis là-dessus. Si on regarde des grands changements, mais qui ne concernent pas forcément directement les investisseurs particuliers, sauf si ça peut les concerner, parce qu'ils investissent indirectement via des SCPI. Mais en tout cas, quelque chose qui a changé, quelle heure est-il ? C'est le produit bureau qui est moins porteur. Et donc ça veut dire que les bureaux baissent. Les bureaux ont, alors là, toujours la segmentation, les bureaux les moins bons ont baissé ou vont être besoin de devenir autre chose. Des hôtels, des logements, des locaux d'activité, et que les bureaux
les mieux situés battent des records en termes de loyer, puisque c'est supporté par des entreprises, soit de l'innovation, qui veulent attirer des talents, qui veulent développer et finalement la productivité des mètres carrés fait que payer un peu plus de loyer, ça passe. Super intéressant. Et puis on peut les transformer. Moi, j'ai fait en bas ce qu'on appelle Studio 71. Je t'ai pas montré, je t'enverrai le. Mais donc vous pourrez voir le lien studio71.fr.paris, je crois. Et en fait, on a fait un espace de location pour faire des salles de réunion. C'est aussi mon studio pour Génération Do It Yourself, mais en fait, ça se loue bien. Les gens viennent, ils louent ça à la journée, et c'est un usage un peu différent, tu vois. Et c'est vrai que je vois dans l'immobilier, tu peux tester plein de choses. Et là, c'est un usage de pied d'immeubles ou de fonds de commerce qui se louait pas parce qu'ici, dans le quartier, il y en a plein, quoi. C'est la productivité des mètres carrés, c'est être malin. Ça va avec des évolutions technologiques, des évolutions d'usage. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui soit attitré. Tu es très content de l'emprunter. Ouais. Tout ça, c'est la même tendance. Je dirais pas que c'est une rupture, c'est une évolution. Dans les ruptures ou dans ce qu'on peut identifier, dans quelle heure est-il, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un sujet, je sais que ça t'intéresse pas mal de gens qui nous écoutent, c'est certains secteurs qui ont eu des croissances importantes. J'en mets deux, mais qui n'ont pas exactement les mêmes dynamiques. Mais il y avait le co-living, mais il y a aussi le crowdfunding. Ouais. Pour moi, dans ces périodes de crise, en fait, ils sont pas tout à fait sortis de leur période d'adolescence. Ils sont nés dans le bull market. Ouais. On vient de finir une crise. Ils ne sont pas complètement adaptés. Moi, je pense qu'ils ont une raison d'être, qu'ils vont rester, mais qui vont se transformer, qui vont s'adapter, qu'il va y avoir de la consolidation, des gens qui vont souffrir. Moi, je retiendrai un chiffre qu'on a identifié grâce à des partenaires institutionnels. La plupart, pour pas dire toutes, mais la plupart des opérateurs de co-living aujourd'hui n'ont pas le nombre de lots sous gestion qui leur permet d'amortir complètement leur base de coûts. Ok. Donc ils sont tous. Mais toi, tu connais ce sujet parce que tu viens de la tech et que c'est un sujet très admis. Moi qui viens de l'IMO, on verrait pas, ou de l'hôtellerie, on verrait pas un hôtel qui perdra de l'argent quand il aura 40 chambres. Il faut absolument qu'il en achète 10 de plus pour gagner de l'argent. Nous, ça nous choque puisque Day One, on veut que la plateforme de gestion elle soit à l'équilibre. Donc ça veut dire que c'est un secteur où je pense qu'il remplit vraiment. C'est une offre qui remplit une demande, que ce soit étudiants, mais de jeunes professionnels, de gens qui sont amenés à vivre quelques mois, quelques années à un endroit et repartir. Ça répond vraiment à un besoin, et puis un besoin de vie communautaire, de partage de certains espaces. C'est la même logique que ta salle de réunion au rez-de-chaussée. Et sur lequel les modèles économiques sont en train de s'affirmer. Donc ils sont dans leur adolescence. Crowdfunding, c'est la même chose. Je pense que faire appel à de l'épargne privée pour participer à la structure de capital d'opération de promotion, pour moi, c'est un besoin qui existe. C'est pertinent, ça a beaucoup de sens. Voilà. Ça a été pris sous les feux de la crise. Il y a des acteurs de plus ou moins bonne qualité et c'est très difficile de se développer dans un marché adverse. Mais ça, c'est un métier qui va continuer à exister et être intéressant. Il y en avait peut-être un peu trop aussi d'acteurs. Alors, moi, je l'ai vu. Nous, alors là, c'est une autre activité dans laquelle je me suis lancé, qui n'est pas exactement le crowdfunding, mais on fait du club deal, l'immobilier ou différentes choses avec une boîte qui s'appelle WeVest. Je ne sais pas si je t'en ai parlé déjà. Je suis pas sûr. Tu m'en as parlé, c'était au début. Et WeVest... on accompagne pas mal par exemple, une des crises, c'est pour ça que un des points qui m'intéresse dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'on accompagne pas mal d'entrepreneurs, il va falloir qu'on bosse ensemble là-dessus, mais qui veulent acheter leur propre bureau. Donc c'est une nouvelle offre qu'on développe et on leur dit moi je vais t'accompagner pour débloquer tes fonds propres. Je vais aller chercher des fonds propres auprès des auditeurs de la Martingale ou de gens comme ça. Et comme ça, t'as pas à immobiliser de ton cash flow pour ta boîte, de ta trésor pour ta boîte, pour t'embarquer là-dessus. Et tu vois, c'est inspiré de boîtes qui sont venues ici sur des particuliers. On va dire, moi, je te paye les 10 ou 10% d'apport, mais en revanche, je prends 15% du bien, tu vois. Et l'idée, c'est de pouvoir après avoir une sortie privilégiée là-dessus. Alors, on regarde ça, en effet, sur le crowdfunding, l'un des problèmes qu'on a vu, nous, avec WeVest, c'est que, notamment sur les zones en tension, je pense Paris et Marseille, et en fait, il y avait trop d'acteurs. Donc, dès que tu avais un bien d'une certaine taille, alors pas trop gros parce que du coup c'était les vrais gros pros de l'immobilier, mais en dessous tu vois 5, 10, 15, 20, 30 millions d'euros,
il y avait tout le monde qui sautait dessus, en fait. Et donc, c'était à celui qui donnait les meilleures conditions. Donc, tu dégradais la marge et à la fin, ça se passait mal. Donc, nous, on allait se battre plutôt sur des Annecy, Bordeaux, et encore Bordeaux, ça se bat un peu. Annecy, c'est super, hein, ouais. c'est une très bonne localisation. Mais c'est donc là où en fait, il y a eu aussi un problème, j'imagine, dans le crowdfunding. C'est qu'il y avait trop de monde, non ? Peut-être qu'il y avait un peu trop d'argent, ou peut-être aussi la promesse d'un retour à 2 chiffres sur une durée de détention courte. Elle n'était pas tout à fait explicite sur les types de risques que tu prenais. Alors, tu sais, moi, je pense à Joachim d'Anaxago, notamment. C'est l'un de ceux qui est venu ici. Il y en a eu d'autres, hein, d'ailleurs, chez Club Funding, etc. Mais tous disaient que, ils étaient explicites sur le risque, dans le sens où quand ils prenaient la parole, ils disaient mais pas tout ton argent dans un seul truc. Sûr. Et moi, je l'ai fait, j'ai suivi, hein, j'en ai fait beaucoup de crowdfunding. Là, je me retrouve avec un bien sur lequel je pense que je vais avoir une perte en capital. Sur 10 ans, sur 30, 40 biens sur lesquels je mettais entre quelques milliers et dizaines de milliers d'euros, finalement, à la fin, je suis largement gagnant, hein, tu vois. Mais donc, si tu faisais pas n'importe quoi, je pense qu'il y avait aussi de quoi faire. Okay. Moi, je pense qu'il est, dans tous les domaines, pas qu'économiques, hein, il est, on encense un moment des choses et puis on a envie de les brûler ou de les challenger. Ouais. Moi, mon idée que je voulais partager avec toi et avec tes auditeurs, c'est de dire que dans les tendances actuelles, il y a eu des nouveaux secteurs ou des nouveaux modes d'intervention qui sont nés dans un marché très favorable. Ils sont en train de faire leur crise d'adolescence. Je suis certain et je suis convaincu qu'ils seront là et qu'ils ont une utilité. Et donc, moi, je pense que ça vaut le coup de les regarder. C'est peut-être le moment de se lancer finalement aussi. Du coup, de les regarder, de le faire d'une autre façon. Et on parlait tout à l'heure des SCPI. Les SCPI ont plusieurs fois été en crise, on a dit que c'était fini. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui offrent des stratégies qui conviennent, qui rencontrent un succès, de l'exposition européenne, des structures de FIS différentes, parce que le côté de prendre de l'épargne privée, de les adosser sur de l'immobilier, après, il faut adapter la promesse, l'adapter à la crise. Mais donc, pour moi, si je reprenais ces 3 changements dont il faut... sur lequel il faut avoir un focus, c'est être sa propre agence de notation de sa qualité de localisation de manière dynamique. Deuxièmement, c'est comme il s'est passé sur le bureau, de réfléchir sur les biens ou les typologies. Est-ce qu'on les trouve résistantes sur le long terme ? C'est quoi leurs enjeux ? Okay. Après, ça ne veut pas dire pas de bureau, mais bureau à d'autres prix ou d'autres choix de bureau. Aussi, ça peut être d'autres choix de bureau. Ouais. Et troisièmement, il y a ces nouveaux secteurs, et peut-être un jour, il y aura la capacité pour un large spectre d'investisseurs d'avoir accès, par exemple, au data center. C'est déjà le cas aux États-Unis. On peut acheter des foncières de data center, digital realty, et être exposé à cette économie-là. C'est un tsunami aux États-Unis. C'est un tsunami. C'est hallucinant. Et en France, il y a des gens en France qui, par exemple, dans les sociétés cotées dans lesquelles on peut avoir accès, des Altarea, des ICAD, qui amorcent des stratégies, des Merlin en Espagne, qui amorcent des stratégies là-dessus. Peut-être un jour, ça sera accessible à un plus grand nombre. En tout cas, aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant de pas se dire je veux acheter la même chose que tout le monde ou je veux être contrariant par nature, mais comprendre que ces secteurs-là, ils sont dans une phase de développement nouveau, différent, mais qu'il faut s'y intéresser. Ça m'intéresse. Je veux dire, évidemment, on n'a pas de boule de cristal ici avec Philippe, on donne pas de conseils en investissement. En tout cas, moi, je suis pas habilité. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que moi, je lis de plus en plus de choses autour des data centers aux États-Unis, de certains qui vont faire des analyses. Je sais pas si tu as vu, il y a eu je sais pas si c'était dans le New York Times, ou peut-être c'était pas repris par Le Monde, je sais plus, mais ils regardaient en fonction des consommations des trucs, des choses qui n'étaient pas forcément déclarées comme data center, mais il y a eu un croisement de données, ils arrivaient à montrer les zones où il y en avait de plus en plus, où Meta avait investi près de Chicago, si je me trompe pas, ou voilà. Et en fait, tu voyais c'est vraiment un truc qui est en train de pousser très fort. Et moi, j'aime bien ce genre de signaux faibles parce qu'on n'en parle pas encore partout. Donc, c'est peut-être là où il faut regarder un peu les premiers qui sortent du bois et qui vont proposer des choses. Les montants unitaires sont tellement importants que on va mettre du temps à ce que les particuliers puissent y avoir accès facilement. Ouais. Par contre, toujours pareil, dans cette
En fait, d'où viennent ces histoires de quelle heure est-il, comment sont les investissements? Je trouve aujourd'hui, voilà, j'ai de la famille, des amis, les déjeuners du week-end ou les soirées peuvent souvent se passer où on m'interroge sur de l'immobilier. Hein. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce que j'ai plutôt envie de partager quand on me demande ça, c'est plutôt des grilles de lecture que des conseils. Et une grille de lecture qui se rapproche de ça, que je trouve intéressante, c'est qu'est-ce que font les grands investisseurs aujourd'hui? On peut parler de grands family office, on peut parler de grands investisseurs institutionnels. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont comme immobilier par rapport aux actions, aux obligues, aux cryptos, aux infrastructures, à de la dette privée? C'est quoi les secteurs qu'ils préfèrent? Et moi, je trouve que ça, c'est une bonne façon pour réfléchir aux perspectives 2026-2027 de ce secteur-là. Ce que je dirais, peut-être juste pour redonner un chiffre qui fait quand même toujours un petit peu réfléchir, c'est que en fait, ces institutionnels, ils gèrent quoi? Ils gèrent fondamentalement de l'épargne de particuliers. Ouais. En France, c'est via l'assurance vie. Dans les pays anglo-saxons, c'est à travers les fonds de pension, c'est la retraite. D'autres, les fonds souverains, c'est la Norvège, l'argent du pétrole qu'ils mettent de côté pour pouvoir subvenir aux besoins du pays quand il n'y aura plus de pétrole. Fondamentalement, ça, c'est de l'argent qui appartient aux gens. Et quand tu regardes ces différents acteurs, de l'immobilier, ils en ont 10, 15%. Alors nous, particuliers, on en a beaucoup plus. Souvent. Pourquoi ? Parce que aussi on a celui dans lequel on habite ou celui dans lequel on peut aller en vacances de temps en temps ou celui qui nous rassure sur le fait qu'on aura un revenu complémentaire quand on partira à la retraite. Oui, et puis je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as cette chance assez jeune quand même en France de pouvoir, si tu as un salaire stable, une bonne boîte, que tu as 10, 20, 30, 40 000 euros de côté, pas grand chose, ça peut être 10, 15, hein. Enfin, voilà, de pouvoir acheter un appart. Tu peux acheter un appart quelque part à 50, 60, 80, 100 000 euros, emprunté à la banque. Une fois que tu as fait ça, que tu l'as payé à moitié ou que tu es allé plus vite que prévu, je sais pas, eh bien, tu vas le revendre ou tu vas en racheter un autre, puis assez vite. En fait, combien d'auditeurs de la Martingale me disent, depuis qu'on s'est parlé la première fois, toi et moi, depuis 6 ans, me disent, j'ai 1 million, 2 millions d'actifs, tu vois. C'est possible. Et en étant salarié, hein, donc tu vois, c'est possible. Et c'est vrai que, du coup, tu te retrouves avec un patrimoine énorme. La question que je me pose là-dedans, c'est... alors, j'en ai 2. Mais si je dois reprendre ton repas dominical, ta fille de 29 ans, c'est ça? Ouais, j'ai une fille de 29 ans, c'est l'aînée, ouais. Si elle est salariée, je sais pas si c'est le cas, mais et qu'elle a envie d'emprunter ou elle a envie d'acheter un truc, on lui dit quoi? Emprunte pour acheter de la SCPI? On lui dit achète un bien en banlieue de Lyon? Écoute, t'es lyonnais, hein? Non, pas du tout. Non, parce que j'ai évité une cata il y a 15 ans. On m'a proposé un Robien à Bron. Et je pense que je me serais fait éclater au sol. Mais c'est toujours se rappeler que les deals qu'on n'a pas fait et faire un post-mortem sur eux, quelle bonne décision de ne pas l'avoir fait. Celui-là, oui, en tout cas. Non, écoute, j'étais avec elle ce week-end. Elle était à la maison ce week-end. Elle est salariée. Elle est aussi actionnaire d'une société familiale avec sa mère d'architecture d'intérieur. D'accord. Et elle a certainement une petite rentrée d'argent en 2026. Et elle me dit, à part petit appartement à Caen, j'aurai un peu de dette, je vais le louer. Et puis ça me fera peut-être un apport un jour quand je pourrai, ou ce sera possible, moi ou avec mon compagnon, de m'acheter quelque chose à Paris. Moi, j'ai dit fine. Je n'ai pas demandé de chiffres et tout ça. J'ai trouvé que c'était une décision assez bonne, puisque je trouve que on parlait beaucoup des éléments financiers ou économiques ou démographiques. Je trouve qu'il ne faut pas sous-estimer, puisque c'est vraiment aussi dans la façon dont on consomme aujourd'hui, les aspects plaisir, architecture, expérientiel, un endroit qui soit beau, un appartement qui soit beau. Ou quelque chose qui ait des critères, je dirais, extra-financiers agréables. Ouais. Et donc, dans ces cas-là, je lui ai dit, pour moi, Caen, c'est une ville qui est assez belle. Elle est plutôt bien desservie. Elle a universitaire, des industries. Je trouvais que c'était un choix qui me paraissait... Les prix sont pas trop élevés, les rendements me semblent corrects. Je trouvais que c'était un choix qui n'était pas mauvais. Et en plus, c'était pas très très loin d'une résidence secondaire qui appartient à ses parents, donc elle peut venir de temps en temps, aller y surveiller, aller faire les changements. Donc moi, j'ai trouvé que ce côté aller dans une ville régionale attirante,
pour acheter du beau avec de la dette me semblait à ce moment du cycle assez intéressant. Et là, si je refais mon analyse, quelle heure est-il? Donc quand faudra choisir les quartiers, il faudra être aux bons endroits. Deuxièmement, le résidentiel, ça me semble, dans une ville où il y a une bonne démographie, ça me semble pas un mauvais secteur. Et ensuite, est-ce qu'elle a le bon prix, la bonne formule? Je pense qu'il faut qu'elle ait le niveau de dette ou le niveau de sécurité qui fasse que s'il y a 1 an ou 6 mois sans loyer, ça ne soit pas la catastrophe. Okay. Et ce sont des régions dynamiques, c'est-à-dire que, tu vois, moi, je viens quand même d'un marché IMO où si tu sautais pas sur le bien en bureau comme en en logement, tu te retrouvais à avoir tu loupais les opportunités. Maintenant, moi je vois quand même des tas de trucs qui passent. Là, on m'en a remontré un que j'ai visité il y a 1 an, un bureau là, rue Saint-Augustin. Il y a 1 an, je crois qu'il était à 2,9 millions. Non, à l'origine il était à 2,9 millions, il était passé à 2,3 millions. Nous on a fait une offre 1,950 million. Donc tu vois, c'était déjà bien parti vers le bas. Et là, on revient 1 an plus tard, on me dit il y a 1,950 million, je pense qu'il est prêt. Parce qu'à l'époque, il m'avait dit non, 2,2 millions, il ira jamais en dessous. Et là, je réponds, mais 1,950 million, en fait, chérie, t'as 1 an de retard. Tu vois, ton truc, il vaut 1,6 million. Tu vois, alors je suis peut-être un gros crevard, mais c'est peut-être possible. Mais non, je crois que c'est le cas en l'occurrence. Parce qu'il a. Ouais, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais... Non, mais acheteur et vendeur. Toi, il y a un prix où tu veux faire la transaction, lui, il y a un prix. Si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Moi, je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est de savoir que là, tu es en train de développer, et un institutionnel, tu vois, se le dirait. Ça, c'est la poche opportuniste. C'est-à-dire, je veux acheter avec une décote, je veux repositionner, et peut-être l'investissement de ma fille, il pourrait être plutôt dans une poche qu'on appellerait core. Tu vois, t'as core plus value add, opportuniste. Ça veut dire que tu recherches un peu moins de volatilité, donc un peu moins de risque, un peu moins de return. Ouais. Tu sais que ça va se payer sur les 15 prochaines années. Tu choisis, il faut être conscient du niveau de risque que tu prends. Et là aussi, tu vois, là, tu es quand même dans un marché assez profond quand tu fais ça. Mais il faut aussi prendre en compte ces risques de permis, ces risques de contrôle, quelle est la gouvernance. Quand tu analysais tes investissements en crowdfunding, tu regardais pas que la localisation. Tu essayais de voir, est-ce que c'est le bon opérateur? Est-ce que c'est bon? Tu vois, tu creusais sur les... En fait, tu le faisais sans le savoir, le même choix qu'un institutionnel. C'est-à-dire regarder différentes caractéristiques et faire ton jugement là-dessus. Pour moi, c'est une vraie clé de lecture pour prendre en compte ces investissements. Comme je dis, on n'est pas... la crise est encore là, on vient de vivre cet élément sur les taux d'intérêt, il y a des choses qui changent. C'est pas aujourd'hui qu'on aura peut-être... tout n'est pas la meilleure opportunité aujourd'hui, il faut travailler, il faut le positionner en relatif, et en fait, il faut avoir une grille de lecture. Il faut se faire une grille de lecture. Ouais, mais c'est marrant, en effet, on se l'a fait en écoutant la martingale, en lisant plein de choses et en étant très curieux, en regardant ce qui se passe juste dans la rue. La grille de lecture, tu l'as fait en voyant qu'il y a plein de commerces dispo, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Et que tu serais à l'aise dans cette rue-là, mais tu voudrais pas être là. Ça, c'est la localisation. Mais regarde, il y a un autre critère. Je pense que les particuliers, les investisseurs privés, pour leurs propres biens, ils ont été assez précurseurs là-dessus. C'est aujourd'hui tout ce qu'on appelle les sujets liés au développement durable pour l'immobilier. Ouais. C'est-à-dire consommation énergétique, mais aussi type d'énergie, mais aussi est-ce que je recycle, comment je me protège des aléas climatiques, ma stratégie entre guillemets de verdissement, plantes vertes, nature. Et en fait, les particuliers, ils ont fait plein de choix très bons de ce cas-là. Enfin, c'est eux, sans qu'on les oblige, qui ont changé leur type d'énergie, qui ont voulu faire ça, qui ont voulu avoir du passif, qui ont voulu avoir du solaire. Eh bien, quand tu fais tes investissements en tant qu'investisseur immobilier professionnel, tu dois regarder ça. Et c'est pas qu'un DPE. Tu dois penser à comment cet immeuble, cette localisation va se développer dans le temps. Diagnostic de performance énergétique, le DPE, on en a pas mal parlé ici. Ça me fait penser à une citation que me dit Jesper Brodin, l'ancien CEO d'IKEA, que j'ai reçu sur Génération Do It Yourself. Il me dit, à chaque fois qu'on retire du carbone, on retire des coûts. En fait, chez IKEA, aujourd'hui, ils sont producteurs positifs d'énergie.
Ils vendent de l'électricité, t'imagines, de l'éolien, du photovoltaïque, tellement ils en produisent. Et tout ça, ça a commencé avec les accords de Paris il y a 10 ans, en 2015. Les accords de Grenelle, écoute. Et donc, tu te dis, mais si jamais tu as un DPE qui est béton, que tu as des fenêtres, des murs, que tout est... Voilà, à la fin, en fait, ton bien, il va mieux se maintenir, il va consommer moins, tu retires des coûts, quoi. Ouais. C'est une réalité. Là, tu te réfères à la COP, hein, donc les fameux accords de Paris. Un peu avant, en France, on a eu les accords de Grenelle. Donc, on est presque à plus de 20 ans, hein, maintenant. Okay. Je trouvais très intéressant parce que ça a été un choc pour l'industrie immobilière de se dire, alors on va avoir des certificats, il va falloir qu'on fasse des immeubles à énergie positive. Et en fait, il y a eu j'ai eu la chance de travailler dans un super groupe immobilier à l'époque qui s'appelle Covivio. Et le parti pris qu'on a pris, et je pense qu'aujourd'hui les investisseurs privés ils doivent le prendre, c'est que quand tu as un immeuble qui est vertueux, et je parle pas que de notation, de niveau de DPE, je pense que c'est des critères qualitatifs globaux, quelque chose, parce que tu vois, il y a des localisations qui peuvent pas être vertueuses, peut-être Séville, à certains endroits, ça va pas être vertueux dans 10 ans ou 15 ans. Mais si tu penses à quelque chose qui est vertueux au niveau environnemental, ben, tu auras plus de locataires, des meilleurs locataires. Hein, peut-être Ikea ne louera pas même déjà ne loue pas un entrepôt qui n'a pas une forme qui est pas vertueux d'un point de vue environnemental, et tu pourras revendre ton bien à plus de gens. Ouais. Donc ces stratégies de développement durable, c'est fait pour gagner de l'argent. C'est pas fait pour faire des choses dans les rapports annuels. C'est fait. Et ça, c'est les particuliers qui implicitement s'en sont préoccupés pour leur résidence principale. Il faut qu'ils mettent ça aussi dans leurs investissements. Il y a un moment, nous, on l'a bien fait. Nous, c'était à Bordeaux, sur notre Villa Maria. Le bureau qu'on a fait là-bas, on a vraiment tout restructuré de l'intérieur, etc. Et aujourd'hui, on le voit. Enfin, ça change tout. Tu dépenses moins. Le bureau est sain 5 ans après, etc. Ça se voit très fort. Il y a quelque chose qu'on a fait là-bas, et je pense que j'essaie de faire un peu partout. Mais donc, tout ça, on parle de sorte de structure, une structure saine, bien faite. J'ai aussi l'impression que tout s'est un peu premiumisé. Il y a quand même eu un moment, peut-être dans les années 80-90, tu disais, tu vois, on parlait beaucoup des, c'est quoi, les cages à lapins, ou tu vois, on avait beaucoup d'émissions de télé sur ces gens qui faisaient dormir les gens, les autres, ces propriétaires qui faisaient dormir des gens dans 9 mètres carrés, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la tendance va quand même beaucoup, et tu le vois plus peut-être dans l'hôtellerie, et vers le premium, le plus cher. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est toujours rentable et intéressant? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où on est allé presque trop loin dans le premium plus cher? Alors ça, c'est vraiment une super question parce qu'elle touche beaucoup de modes de consommation. Le premier, je dis, premiumisation, je pense que c'est une tendance structurelle, mais elle s'accompagne du fait, et si on prend les hôtels, c'est vraiment clair, que le même client peut aller dans un B&B, Ibis Budget, Palace, hôtel de chaîne, boutique hôtel, dans la même année pour des parcours différents. Je suis sûr que tu l'as fait. Grave. Voilà. Ouais. Voilà. Donc il y a ça. Alors après, la premiumisation, on le voit dans l'industrie du luxe, on le voit partout. Il y a, je pense que c'est une tendance qui est, premiumisation et peut-être individualisation. Donc oui, je pense que c'est une tendance qui est là pour longtemps. Si on prend l'hôtellerie, les hausses de prix les plus fortes qu'on a vues sur les tarifs des hôtels, c'est le 5 étoiles. Voilà, c'est le 5 étoiles. Il y a des prix qui ont plus que doublé en 5 ans. Un endroit où tu passais une nuit à 400 balles, aujourd'hui, c'est 950 €. C'est du 5 étoiles, il y a une clientèle pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, tu me dis ça et je réalise en même temps, tu vois, dans mon année écoulée, où est-ce que je suis allé dormir, et en effet, j'ai fait du palace et j'ai fait de l'hôtel en self-serve. Alors, il se trouve que c'était à Munich pour la finale de la Ligue des Champions avec ma fille. Petit chanceux, j'ai pas eu de place. Et ben, j'ai dû trouver une nuit contre toute attente à 100 balles ou un truc comme ça, dans un truc. Mais en fait, c'était un sorte d'Ibis budget ou un truc comme ça à l'allemande, mais c'était hyper clean. C'était très fonctionnel, mais tu avais des draps propres, une salle de bain. Donc tu avais l'impression de rentrer dans une chambre d'hôpital un peu, mais en l'occurrence, c'était nickel. Et c'est quand même, ça s'est premiumisé d'une certaine manière, parce qu'il y a 10, 15 ou 20 ans, ces trucs-là, c'était quand même tout cheapos, ça sentait pas bon, tu vois ce que je veux dire? Dans ce que tu appelles, dans ce mouvement de premiumisation, je pense qu'il y a
pour de plus en plus de catégories, toujours de la place pour, entre guillemets, la business class. Il y aura de la business class dans beaucoup d'offres de produits. Tu vas prendre une tranche de jambon, bah tu vas regarder aussi la tranche de jambon bio, je sais pas quoi, truc où tu connais le nom du cochon. Voilà, c'est un mode de consommation. Par contre, dans ce que tu dis, il y a aussi le besoin de service. Et ça, c'est important quand on vient à l'immobilier. Je vais pas revenir toujours à te faire réfléchir à ton investissement en co-living, mais le co-living, les résidences gérées, c'est aussi le besoin, et même peut-être les façons de faire du bureau. Parce que finalement, tu fais du bureau en faisant ton business de salle de réunion. C'est le service qu'on offre. Ouais. C'est pouvoir réserver, pouvoir avoir quelqu'un qui répond à un besoin à tout moment. Et si on a juste un local très banalisé et peu flexible, on voit bien qu'on n'a pas nos différents besoins qui sont mis dedans. Donc, là aussi, quand on regarde ces investissements immobiliers, il faut voir est-ce qu'on est exposé à cet aspect un peu serviciel. Est-ce qu'on a un peu de service dedans? Voilà. Et je suis certain que si cette salle de réunion elle s'installe dans le temps et que demain quelqu'un vend dans cet immeuble un plateau de bureau avec ce business qui est en bas, bah, les gens ils vont donner de la valeur à ces bureaux d'avoir à proximité bien sûr une salle, parce que ça leur fait une baisse. Ça veut dire que toi tu vois que tu leur vends 2 salles de réunion, mais eux ils achètent 2 salles de réunion plus une supplémentaire qu'ils peuvent exercer quand ils veulent. Ouais. Mais donc il y a de la valeur dans le service, dans la flexibilité, et ça c'est des choses qu'il faut aujourd'hui. En fait, on peut pas rester que sur un prix au mètre carré et un rendement ou un loyer. Je suis moi je suis un financier hardcore, hein. Moi je rigole pas, moi j'aime la finance, les financements compliqués, aller bien calculer les TRI maximum, mais tous ces aspects extra-financiers de plaisir, de service, de flexibilité et de développement durable, il faut les intégrer comme le font les institutionnels dans leur stratégie. Du petit truc en plus, quoi. C'est un peu ça finalement. Petit truc en plus, ouais. Intéressant. Je suis traumatisé par ta stat de 25% de bureaux dispo à Boulogne. Ça va arriver, ça va arriver. Écoute, c'est des cycles. Je me demande qu'est-ce que tu fais si j'avais... Parce que tu sais, limite, pardon, je t'ai coupé Philippe, mais je me dis si demain on me dit, tiens Mathieu, je te file 1000 mètres carrés à Boulogne. Tu dis, bah oui, vas-y, go, tu vois. Si tu te retrouves collé avec tes 1000 mètres carrés. Si tu payes la taxe foncière et les charges. Sur les 4 prochaines années, voilà, c'est ça. Tu te retrouves à devoir payer, je dis 1000, mais ça pourrait être 10 000, à devoir payer tout ça alors que c'est pas loué. Tu peux vite te creuser ta tombe, en fait. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je devrais faire comme petit truc en plus à Boulogne avec mes 10 000 mètres carrés, tu vois, pour faire venir les gens, quoi. Ça, il va y avoir, ça va se résorber, ça va se repositionner. Fondamentalement, c'est pas des mauvaises localisations. Je pense qu'il y a eu des programmes qui ont été construits en même temps, donc qui ont été loués en même temps, peut-être libérés en même temps. Voilà, ça crée cet effet-là. Et à la fin, par exemple, il y a un grand focus depuis 3 ans sur le marché de la défense en bureau. Est-ce que c'est fini, etc. Ouais. Fondamentalement, la défense, ça offre une accessibilité transport incroyable. Un environnement largement pédestre et qui donne une expérience qu'on ne peut pas trouver dans beaucoup d'endroits en région parisienne. Et aujourd'hui, comme il y a eu un peu plus depuis plusieurs années d'offres que de demandes, des loyers assez bas. Ça veut dire que ça va revenir. Peut-être il y aura des mutations. Je sais qu'il y a des mutations déjà en cours ou à l'étude de transformer certains tours de bureaux avec des offres partielles d'hôtellerie. Qu'il va y avoir. Il faut réussir à en faire un truc drôlement cool, parce que c'est vrai que moi c'est pareil, tu me dis je t'offre une tour à la Défense, mais personne va te le proposer. Non mais d'accord, mais je me poserai la question. Je dis pas que, tu vois, c'est marrant parce que je connais en plus des gens, des auditeurs qui bossent pour la Défense, quoi, et je me dirais enfin, moi, pour aller me faire bosser à la Défense, il faudrait vraiment me trouver un petit supplément d'âme assez fort. Tu vois, certains de mes collaborateurs m'ont dit que si la petite annonce avait été pour travailler à la Défense, ils ne seraient pas venus. Ouais. Tu me balances, moi une piscine de 50 mètres dans le sous-sol avec... mais même, tu vois, en effet, c'est pédestre, mais moi, j'aime bien y aller à la Défense quand il fait beau l'été en vélo. C'est rigolo, tu vois, mais c'est rigolo une fois. Y aller tous les jours, commuter à la Défense. T'avais pas envie de sortir du RER ce matin avec un coup de vent Non, mais ça pour dire, c'est que
enfin, il n'y a pas de. Il faut savoir, il faut évaluer une situation actuelle, il faut voir les risques qu'il y a, mais on est quand même dans des mouvements de réinvention. En fait, réinvention, adaptation. Si ceux qui ne le feront pas, peut-être, si tu as de l'immobilier qui ne peut pas le faire, là, peut-être tu as un sujet. Si tu as un immobilier monovalent, mal desservi, avec des problèmes structurels d'isolation, de chauffage, ou qui nécessite pour la personne qui habite 3 voitures, pose-toi des questions. En fait, c'est ça, ce que tu dis tout à l'heure, tes 3 grands points d'intention, tu vas me les rappeler, mais voilà, l'idée, c'est d'être capable de se dire, je fais un beau bureau au bon endroit, je lis le monde qui m'entoure, je le comprends. Je propose des choses un peu innovantes par moment s'il faut, ou pas, parce que d'ailleurs c'est juste du lost judgment, mais par moment aussi. Et puis ça devrait bien se passer, c'est ça. Et sur ma petite annonce de ces bureaux-là, je mettrais que j'ai un accès privilégié aux salles de réunion de Mathieu. Et là, je vais gagner de l'argent. Et là, je vais gagner de la valeur. C'est hyper intéressant. On mise, si je prends tout dans son ensemble, on mise quand même plus sur un truc où on va se dire, si j'achète aujourd'hui à 10 000, 15 000 du mètre, enfin, pour prendre 5 à 15 000 selon les endroits en France, etc., je vais pas doubler dans les 10 prochaines années. Non, je pense qu'on va pas doubler dans les 10 prochaines années. Je pense que si tu veux qu'on se revoie pour la 600e et tester ça, je pense qu'on doublera pas dans les prochaines années. On risque de stagner plutôt. Non, mais en fait, on risque de... Non, je pense qu'on peut faire mieux que l'inflation. Ouais. Et avoir un revenu locatif. Et tout ça avec financer de la dette qui, en taux d'intérêt réel, est peut-être plus chère qu'elle l'a été il y a 5 ou 10 ans, mais qui reste intéressante si on a suffisamment de rendement sur l'actif. En fait, il ne faut pas juste faire un pari sur une plus-value nécessaire et obligatoire. Tu en auras un peu, mais il faut du rendement locatif. Est-ce que tu peux espérer... Parce qu'en fait, tu vas me dire si mon calcul est bon, mais est-ce que je prends mon co-living dont on parlait tout à l'heure à Colombes. À la fin, il se paye plus ou moins. Tu vois, il se paye. Tous les ans, il se paye. Donc finalement, au total, j'ai déjà fait un épisode dessus. Je pense que l'investissement total, il est un peu en dessous d'1,2 million. Donc 600 000 d'achats, 600 000 de travaux. Donc c'était quand même assez lourd. Ouais. À la fin, je pense qu'il vaudra peut-être 1,2 million, peut-être 1,4 million, peut-être 1 million. Mais sachant qu'il s'est payé tout seul, je peux me dire je m'en fous un peu. Je veux dire, même s'il vaut 600 000, à la fin il s'est payé tout seul. Moi j'ai juste sorti avec mon associé 100 000 chacun d'apport au début, et puis ça s'est payé. Donc l'objectif c'est de réussir à avoir des biens que tu achètes qui à la fin te rapportent un peu ou te coûtent pas. On est d'accord ? Ouais. Si disons, il y a une dette sur 15 ans, disons qu'au bout de à moitié du chemin, à 7 ans, il y a 400 000 de création de valeur, disons. Ouais. T'as mis 100 000. En apport. Tu fais x4. Bah ouais. Moi, je pense que c'est un bon multiple. Hein. Mais c'est ça. Après, moi, si tu me disais, tu me montrais le truc, moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'on peut la diviser ? Est-ce qu'on peut la retransformer sans trop de travaux en 2 appartements différents, une obsession. Et je trouve, là aussi, je suis venu te voir en disant, moi je trouve que c'est bien de partager avec les auditeurs de la Martingale à quoi pensent les investisseurs institutionnels aujourd'hui. Par exemple, une de leurs obsessions, c'est la liquidité. Peut-être ton bien, si tu le restes comme ça, l'exploiter, tu auras un marché, tu vas retrouver ton 1,2 million, peut-être plus, mais tu auras un marché qui sera assez étroit. Si tu peux, en rajoutant 80 000, faire 2 apparts et retrouver la liquidité au même prix, en fait, la valeur de la liquidité va être très importante. Et on se dit ça à un moment donné. 10 chambres, c'est 2 apparts, quoi. C'est se dire ça un peu. Ouais. C'est toujours ces histoires de flexibilité, de mutabilité. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? C'est si la boutique en bas, elle n'avait pas pu faire une bonne salle de réunion, tu aurais été emmerdé. Ouais. C'est parce que c'est une mutabilité que l'espace le rend. Tu peux en faire autre chose. Peut-être ça aurait pu être une salle de yoga, ça aurait pu être d'autres choses. Donc, et tu vois, par exemple, il y a eu, il y a quelques années, une volonté d'innovation urbanistique, programmatique, avec des choses comme réinventer Paris ou réinventer la métropole, ou des concours d'architectes. Et un des prérequis, c'était que si tu proposais quelque chose, il pouvait avoir un autre usage à terme.
C'est-à-dire avoir des plateaux, des profondeurs, des descentes, des éléments qui rendaient la réversibilité. Je dis pas qu'elle est obligatoire, mais derrière ton sujet de combien je vais gagner avec mon investissement co-living et oh là là, je suis un peu déçu, je vais faire juste x4 sur 7 ans. C'est quand même pas terrible. Hein. Non, bon, déjà, c'est extraordinaire de faire x4 sur 7 ans. Moi, je fais x2 sur 7 ans, je suis déjà très content. Hein. Et deuxièmement, c'est avec quelle liquidité. Donc, c'est-à-dire, est-ce que je peux le vendre dans tous les moments du cycle ? Est-ce que mon business, il va pouvoir être bien racheté par quelqu'un ? Donc, je pense que le sujet de liquidité, il est important. Et si tu veux encore complexifier ce qu'il y a dans la tête des institutionnels aujourd'hui, c'est en France ou en dehors de France. Moi, je trouve qu'il y a une vraie question quand on est français de se dire, est-ce que je dois avoir tous mes actifs, tous mes investissements en France ? Alors, peut-être j'ai tout mon immobilier en France parce que c'est plus facile et que j'ai mes actions aux US. Ou voilà, c'est une option. Ouais. On a fait des épisodes sur l'Espagne ici, où il y avait des choses à faire. C'est vrai que tu peux te dire à des endroits, finalement... On voyait l'Allemagne il y a quelques années où t'achetais à Berlin à 2 000 € du mètre. Tu te disais, bon, c'est déconnant, quoi, sur des beaux biens, quoi. En tout cas, les instits se posent beaucoup cette question-là. Et ils regardent où, pardon ? Je pense qu'ils regardent pour des questions de risque d'abord en zone euro. Ok. Donc, tu as dit Espagne, c'est sûr que Espagne, ça tient bien la corde, puisque l'économie est bonne, c'est des marchés assez profonds. Ça avait dégringolé aussi, là-bas, l'immobilier. Ça avait dégringolé. Ouais. Il y a quand même... Italie, ça, bien sûr que ça le vent en poupe, ça marche très bien depuis quelques années. C'est un peu plus dur à opérer. Et en fait, ça veut dire que tu y vas d'une autre façon. Et peut-être c'est pour ça le succès de ces néo-SCPI qui investissent majoritairement en dehors de France. Elles répondent à un sujet. Bien sûr qu'il y a des questions fiscales derrière, mais elles répondent à un des sujets qu'ont les épargnants. Ok. Et peut-être, si je reviens sur le sujet fiscal, parce que tu as touché ces éléments-là quand tu disais LMNP, moi je me rappelle que j'avais partagé avec toi que moi j'étais pas un grand fan, comme toi peut-être avec ton Robien à Bron, mais j'étais pas un grand fan des choses où j'avais des avantages fiscaux. Alors après, dans le cadre de la légalité, si je peux payer 100 au lieu de 200 d'impôts, je vais regarder, mais je veux pas que payer 100 d'impôts me coûte 100 en fees pour le faire. Tu vois, je préférerais carrément payer 200 d'impôts tout de suite parce que mon économie d'impôts, elle peut disparaître dans le temps. Donc, je suis pas très populaire avec ça dans mes fameux dîners et déjeuners de famille, mais je mettrai pas l'optimisation fiscale en premier dans un critère d'investissement. Non, c'est un bonus, ça c'est sûr. Voilà, c'est un bonus, si tu peux l'avoir en plus. Pour réexpliquer, de toute façon, ce qui se passe souvent là-dessus, c'est que c'est des choses qui sont intégrées à des gros programmes. Il y a du monde, tu as un promoteur, tu as des conseillers en gestion de patrimoine, et puis tout le monde, en fait, sur les 100 que tu vas économiser, le coût d'opération de tout ça, donc la création du bien plus sa commercialisation va être perçue, la valeur va être perçue, l'économie d'impôt va être perçue par d'autres personnes, mais pas par toi, souvent. C'est ce que tu... Ouais. Et tu vois, là, tu m'as donné quand même... on peut donner avec nos échanges alors même, c'est pas notre métier de donner des conseils d'investissement, mais regarder des commerces dans des rues moins passantes pour les transformer en salles de réunion pour des bureaux... Voilà, ça c'est une idée d'investissement qui est pas mal. Ça fonctionne, tu sais, on l'a eu ici, on a fait plusieurs épisodes là-dessus. Je cherche le nom, c'est Office Rider par exemple, avec qui on loue ça, et puis on en a d'autres, il y en a plusieurs avec qui on bosse là-dessus. Et la demande, alors c'est toujours pareil, c'est la différence avec une location. Je veux dire en dur comme ça à quelqu'un, c'est que les premiers mois c'est hyper dur et tu te dis ça va jamais marcher. On a fait des gros travaux et puis au bout d'un moment ça finit par tourner super bien, mais en fait en gestion je sais pas, la dernière fois que la dernière loc, l'avant-dernière loc, il y a quelqu'un qui a jeté, probablement en jetant le mar à café, il a jeté le bac qui va avec, donc du coup je peux plus utiliser la cafetière. Enfin, si t'as des trucs cons comme ça de gestion au quotidien qui sont très très pénibles, quoi. Du coup on a dû racheter une machine, enfin bref, ça c'est les choses que t'as pas quand tu fais de la location longue durée, quoi. Et que t'as pas quand t'as des bitcoins, c'est sûr. Oui, tout à fait. Il y a moins besoin de changer les machines à café. Non, mais ça devient vite. C'est une des autres choses que j'ai pu découvrir. Je sais pas à quel point. Toi, tu le vois pas, t'es sur des pros, donc c'est leur métier. Pour ceux qui nous écoutent, quand on dépasse les 2, 3, 4 biens, on a des coûts fonctionnels, comment on appelle ça, des coûts cachés, qui sont des coûts humains de Bien temps. Sûr. Là, moi, je dois faire des contrats pour un changement, mais ça fait 2 semaines que j'ai pas le temps. On me demande de faire des déclarations à la CAF, j'ai pas le temps. Enfin, c'est affreux, tu vois. Et donc ça, quand tu démultiplies le nombre de locataires,
en termes de charge mentale, c'est quelque chose qui coûte cher. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est l'investissement et la gestion, c'est un métier. Et la gestion, c'est un métier assez ingrat. Ouais, c'est assez ingrat. T'as raison. C'est difficile. Nous, on a eu, dans mes expériences passées, un très grand utilisateur de bureau. Il venait de nous louer une tour à la Défense ou même dans un grand immeuble. Et on disait, c'est super d'inviter nos grands locataires devant les équipes pour partager, nous dire. Et il dit, j'en profite quand même pour vous dire quelque chose, c'est que au début là de notre relation, quand j'ai vos équipes qui veulent me louer mon nouveau siège, ça se passe super bien, j'ai des mecs super bien. Et puis après, pendant les 9 années qui suivent, j'ai des gens qui les gèrent et ça se passe très très mal et c'est très compliqué. La gestion, ça c'est sûr. Dans l'autre truc intéressant, je sais pas si t'as vu passer ça, je pense pas toi parce que t'es pas dans ces univers, qui se passe pour des pieds de porte ou comme mon bureau à louer là, ma salle de réunion. J'ai rencontré au dîner des M, j'étais invité récemment, donc c'est un réseau de personnes de l'immobilier. Je te les présenterai parce qu'ils seront intéressés de parler avec toi, je pense. Une jeune femme qui était investisseur pro, qui achetait pas mal de choses. Elle a acheté un immeuble. J'ai plus où est-ce que c'est pas Sochaux, une ville et en fait, son rez-de-chaussée, elle n'arrive pas à le louer et elle va le transformer en love room. Tu sais ce que c'est? C'est des rooms que en fait, un endroit que tu loues à, je sais pas si c'est à l'heure, pour un usage unique, voilà. Ou attends, ça dépend, unique ou tu peux en faire plusieurs. D'ailleurs, j'en sais rien. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà. Et non, mais visiblement, il y a un boom de ces usages. T'as bien lu en moi parce que je n'ai aucun insight sur les love rooms, ni en tant que ni d'expérience utilisateur, ni investisseur, et je saurais pas en faire la gestion. Non, si pour des loisirs plus communs, ouais. Non, une conviction que j'ai et qu'on a chez Views depuis un moment, c'est que, alors on l'appelle hôtellerie, qu'on l'appelle camping, qu'on l'appelle, je sais pas moi, parc d'attractions, parc zoologique, cabane dans les arbres, ou qu'on appelle ce qu'on veut, mais que ce secteur de l'immobilier lié au loisir, même plus qu'au business, parce que je pense qu'au loisir est un secteur en croissance régulière, attractivité de l'Europe, vieillissement de la population. Moi, je trouve que c'est un super secteur. Alors, on l'a pas découvert, ça vient pas maintenant, ça a été bien identifié. Moi, j'ai rencontré dans le secteur, par exemple, des campings, des jeunes qui ont réussi à consolider des opérations, à croître, à avoir de l'argent de grands investisseurs, et qui ont un parcours, et en fait, que ce soit produit ou financier, qui est super. Donc moi, j'ai dans les convictions, en termes d'investissement, après on regarde si on peut le faire en direct, en indirect, avec des copains, dans un club deal, en crowdfunding, c'est bien, en equity. Moi, je trouve que c'est un secteur qui est vraiment porteur, qui est vraiment bon. Celui qui est lié au loisir. Je suis d'accord. À plusieurs, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Club deal sur ce genre de choses. Je vais te poser quelques questions, Philippe, avant de te laisser. Et on va essayer d'y répondre en mitraillette assez rapidement. Donc, résidence étudiante. C'est le secteur préféré d'un des plus grands investisseurs dans le monde. Okay. Secteur porteur. Je mettrai juste un point d'attention, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs font ça avec des espérances de loyer en forte croissance. Moi, je pense quand même que le pouvoir d'achat des étudiants et indirectement de leurs parents a quand même des limites. Donc, soyons prudents, mais oui, secteur porteur. Ok. Meublé ou sec ? Meublé. Ok. Et avec du service, et avec des parties communes. Il y a beaucoup d'opérateurs qui émergent. Il va y avoir des grands opérateurs de référence mondiaux qui vont faire croître leur marque en France. Oui, c'est un secteur qui est intéressant. Attention de ne pas investir à l'unité sur un dispositif fiscal, mais d'essayer de trouver d'autres manières d'y être exposé. Ok. Bureau ? Bureau, on y passe peut-être un peu moins de temps, mais on y passera toujours du temps. Moi, tu m'as parlé de tes expériences d'acquisition de bureaux, notamment dans celui dont je suis. Moi, j'aimerais bien être propriétaire de ce bureau-là. Peut-être pas à tous les prix, mais je trouve que c'est un produit qui
qui est pertinent, qui est bien situé et qui offre une productivité de mètres carrés, en fait celui-là, des bons espaces. Oui, bureau, sélectivement. Sélectivement, ok. Qu'est-ce que j'avais sur l'hôtellerie pardon, on va pas ouvrir ce chapitre entièrement, mais toi qui en fais beaucoup, on n'arrive pas à un top, là, un plafond, parce que ça fait des mois. Alors là, c'est vraiment le truc, ça m'impressionne. Je comprends pas. Tout le monde, tous les riches, notamment autour de moi, investissent à fond dans l'hôtellerie. Je me dis, mais il y a un moment, Non, mais le cycle est haut en termes d'occupation. Donc, si on. Bon, le baromètre de ce marché, c'est Paris. Donc, je vais essayer de faire une mitraillette pas trop longue. Ouais. Paris, c'est le baromètre. Les prix sont élevés. Les multiples ont un petit peu monté, mais pas tant que ça. C'est surtout les prix qui ont monté. Il a été fréquent que les prix redescendent régulièrement à cause de crise. Okay. Mais ils ont jamais... ils ont fait une respiration, mais ils sont toujours remontés derrière, puisque le nombre de chambres d'hôtel à Paris est structurellement en baisse depuis 20 ans. Il y a beaucoup moins de chambres d'hôtel à Paris. Les statistiques, il y en a beaucoup moins. Incroyable. Et il y a beaucoup plus de voyageurs. Après, ce qu'on pourrait appeler le haut du panier, c'est la clientèle qu'on appelle haute contribution, qui est beaucoup étrangère, américaine. Voilà, il peut y avoir des attentats, il peut y avoir des grèves, il peut y avoir des choses qui font que ça baisse. Donc, il y aura du cycle. Je pense que c'est un marché qui reste porteur. Si je suis bon, que je négocie bien, que j'ai un bon dossier, quel taux d'intérêt je peux avoir là? Quel taux d'intérêt je veux avoir? Alors, moi, je ne suis pas toujours le meilleur négociateur avec les banques parce que je leur dis, moi, le taux, c'est pas ça le plus important. Okay. Moi, le plus important, c'est mon profil de dette. Je veux que j'ai un profil de dette qui soit adapté à mon investissement. Moi, j'avoue que c'est très bien la plus-value. Moi, j'aime bien du rendement. Donc moi, je préfère négocier des fois des taux de crédit un peu plus élevés et avoir une partie de ma dette que je rembourse, qui sera in fine. Okay. Parce que comme ça, je génère du dividende, je génère de la performance aujourd'hui, puisque j'amortis moins de dettes durant la vie. Et donc moi, je préfère avoir payer un petit peu plus cher et avoir un cash flow qui couvre très largement mes mensualités de dette. Ok, alors ça veut dire par exemple, j'achète un truc à 1 million, juste pour avoir un chiffre rond. Toi, tu vas rembourser 500 000. Enfin, sur 500 000, sur... Je vais amortir mes 500 000 sur mes 15 ans, disons, ouais. Et je rembourserai 500 000 à la fin. En vendant, donc, en fait, finalement. Donc, ou en refinançant à la fin. Ou en refinançant, ok. Et donc, et ça, les banques, pour un particulier, elles l'acceptent ou pas facile. Okay. Pour un particulier, il faut souvent en garantie un contrat d'assurance vie ou d'autres éléments. Ok. Ça peut se faire aussi en additionnant différents types de financement quand on est un peu plus gros. Okay. Mais toi, si tu investis dans des bureaux, je pense que la banque, elle est assez ouverte. Ok, et donc sinon, donne-moi un bon taux. 3, ça se trouve. 3, je pense que ça se trouve. Ok. Philippe Letringue, on te contacte où sur LinkedIn? On contacte sur LinkedIn. Okay. Alors, j'écoute depuis des années les différents podcasts que tu fais. Et c'est vrai que je n'ai pas de code à pouvoir donner pour avoir une réduction. Mais je l'avais fait la dernière fois. J'ai répondu à tous les gens de LinkedIn qui venaient de ta part. Okay. Jusqu'à avoir l'anecdote assez agréable il y a quelques années, quand c'est toujours mes collaborateurs qui recrutent les gens plus juniors dans l'entreprise. Et un des candidats a demandé mais Philippe Letringue, il est vraiment là tous les jours? Parce que je fais de l'immobilier parce que je l'ai écouté à la Martingale. Très bien. Bah écoute, ça, je suis très fier de ça. Si en plus il est fort, j'en suis sûr, il ou elle. Je l'ai pas pris. Ah mince. Bah, tu vas en avoir des forts. En tout cas, moi je te remercie d'être venu pour cette 300e. J'ai toujours plein d'espoir et d'envie dans l'immobilier, ça me donne vraiment envie. J'ai un peu même une petite frustration de ne pas l'avoir fait l'année dernière. Bon, j'ai refait ce rez-de-chaussée là, c'était mon projet immobilier de l'année, mais là cette année il faut que j'aille sur un truc plus ambitieux. Chaque jour suffit sa peine, comme on dit. C'est ce qu'on s'est dit par rapport à ce cycle ou par rapport à cette grille de lecture. Il y a toujours des choses à faire. Faut juste être bien sûr de pourquoi on le fait, quel type de stratégie, et être capable de changer et de dire je me suis trompé, j'ai fait mieux, je dois en faire plus, je vais refinancer, je vais bouger, je vais m'adapter, je vais augmenter le loyer. Enfin, tu vois, il faut avoir une vision critique et parce que on est toujours, on l'aime notre immobilier. Et donc on a des fois
pas forcément les yeux les meilleurs pour l'évaluer. Et puis tu vois, moi, ce qui a changé depuis qu'on s'est vu, c'est que j'ai vendu Cosa Vostra l'année dernière. Et ce bureau, je l'avais acheté avec Cosa Vostra. Et je pense qu'à la fin, je gagnerais peut-être pas plus d'argent avec l'immobilier ici, mais pas long. Enfin, si je rajoute Bordeaux et tout l'immobilier qu'on a acheté avec cette boîte, finalement, en étant entrepreneur, à la fin, notre stratégie, elle est super payante, tu vois. Et donc, je ne peux que dire à ceux, notamment qui entreprennent, qui ont des boulangeries, qui ont des fonds de commerce, qui ont d'acheter, de faire l'inverse de ce que fait Sébastien Bazin au début. Je sais pas si tu savais, j'ai fait cet épisode avec lui, mais voilà, lui, il appelle du asset light, se mettre asset heavy, en tout cas, dès qu'on peut, dès que vous pouvez, dès que vous lancez, même le plus petit bureau, le premier, allez-y, quoi. Donc voilà, contactez mes amis de WeVest au passage, je t'en parlerai. Et puis merci en tout cas pour tout ça. Bonne année à vous tous. Si vous nous écoutez, tout ça est une question d'intention. Je trouve que c'est intéressant ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est on a tous une carte du monde en tête, celle à l'origine de nos parents. Moi, leurs premiers investissements, c'était à Caen. C'est assez drôle parce que t'en parlais tout à l'heure. Et je me disais en t'écoutant, est-ce que je leur rachèterais pas? Et après, en refaisant ma carte dans ma tête, en t'écoutant, je me disais non, je rachèterais pas celui-là parce que je pense qu'il est pas assez bien placé. Il est pas dans un immeuble prime. Ça ressemble plus à un HLM. Aucun intérêt. Cependant, eux, ils ont fait une bonne affaire, mais c'était dans une autre carte, tu vois. Et là, on est dans une carte qui évolue et je trouve ça passionnant. Moi, je trouve ça vraiment très cool. Ouais, c'est une bonne façon de se poser des questions sur ses investissements, ses objectifs, ses stratégies. Et puis, je sais pas si je vais attendre la 600e. Peut-être si à la 500e, tu peux me réinviter, je serais non, content. mais bien sûr. Attends, on avait fait finalement 150. On se revoit dans 2 ans ou avant, hein, s'il y a des gros événements. En tout cas, voilà. Allez-y, prenez... allez-y avec intention et vous trouvez pas toutes les excuses. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est là en plus dans le bureau, qui est un de mes potes, mais qui m'a dit non, mais l'année prochaine n'y va pas, ça va être dégueu en IMO. Donc je me suis accroché à cette branche pour pas y aller. Je serais probablement heureux de pas y être allé, mais en l'occurrence, vous accrochez pas à toutes les branches qui vous tirent vers le bas parce que sinon on fait jamais rien. J'ai fait une offre sur quelque chose qui pourrait être mon siège le 19 décembre. Et j'espère closer dans les semaines qui viennent. Eh ben allez, on croise les doigts pour toi. À vous tous, abonnez-vous à La Martingale sur YouTube et sur Insta. Sur Insta, vous êtes plein à vous être abonnés au mois de décembre. On est trop contents. L'équipe s'arrache, on fait des trucs super. Et sur YouTube, vous pourrez trouver tous nos épisodes. Et puis nous, ça nous aide d'avoir de plus en plus de followers un peu partout. On vous embrasse. Et puis, bougez-vous le cul sur les mots. Allez, salut.